Oui. Et, et donc, remercier Mohamed Ben Hamed qui a accepté de venir nous parler de nutrition après sa présentation de janvier sur l'épigénétique. Donc, on était tous en attente de cette importante présentation sur la nutrition et la prévention. Je voudrais juste commencer par excuser l'absence de Carole Cantaire qui devait assurer à la fin de la présentation de Mohamed une intervention sur la nutrition du sportif et qui a eu un empêchement de dernière minute, mais on reporte bien entendu cette intervention à une autre fois. Merci beaucoup Mohamed, bienvenue à tous les participants et on te laisse commencer. Bonjour, merci donc pour votre invitation. Euh, alors donc je vais aborder aujourd'hui le problème de la nutrition de précision en particulier via toute la mécanique épigénétique dans les maladies chroniques. Ah. Donc je vais aborder un petit peu les points suivants. Je vais faire de toutes les façons un bref rappel sur l'origine environnementale du mode de vie et donc épigénétique des maladies chroniques. Ça me permet d'introduire la place de la nutrition, bien sûr. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'irai un peu plus dans le détail de cette nutrition, la nutrition de précision, avec les nouvelles cibles épigénétiques. Et puis surtout, vous verrez, je vous parlerai beaucoup des liens entre la nutrition de précision, le microbiote, l'inflammation. Et c'est certainement cette voie-là, nutrition, microbiote, inflammation, qui va conduire vers les maladies chroniques. On va décrypter un petit peu les mécanismes d'action et surtout, trouver des moyens pour intervenir à chaque fois que cela est possible. Il est important de comprendre, mais il est surtout très important de pouvoir intervenir pour essayer de changer un petit peu le cours des choses. Un mot sur les maladies chroniques, vous les connaissez toutes. Bien sûr, ce sont des maladies à complications à long terme, perte de bien-être, coûts très élevés pour la santé, vous verrez tout à l'heure, aussi bien dans les pays à haut revenu que faible revenu économique. On les appelle les maladies sociales parce que, bien sûr, elles sont liées à notre mode de vie ou les maladies du mode de vie. Vous les connaissez tous, les cardiovasculaires, métaboliques, les cancers respiratoires, neurodégénératives, mentales, psychiatriques aussi, vous verrez, je dirais un mot, maladies du système auto-immune en particulier, le système urogénital et la reproduction, la sarcopénie et le vieillissement. Alors, ces maladies sont la cause principale des décès, non seulement dans les pays économiquement développés, donc l'Europe, les États-Unis, mais ce sont des pays aussi qui sont en très très forte augmentation d'incidence, y compris dans les pays émergents. Donc ces pays-là rattrapent aussi l'incidence des pays développés. Donc c'est vraiment le gros problème actuellement au niveau santé. Alors, ces maladies, leur compréhension, en tout cas, notre regard a changé sur sa maladie depuis à peu près une vingtaine d'années, comme vous le savez, après le séquençage du génome. Ces maladies étaient comprises avant beaucoup comme des maladies liées à la génétique, donc inscrites dans l'ADN. En fait, on s'est rendu compte au moment du séquençage du génome, on n'a pas retrouvé cette cause génétique principale. Bien sûr, il y avait la cause génétique dans la structure de l'ADN pour à peu près 10%. Mais en fait, notre génome apparaissait plus comme un logiciel de base sur lequel venait jouer notre mode de vie et notre environnement pour pouvoir modifier l'expression de ces gènes. Et ces gènes, bien entendu, importants pour notre bien-être et la maladie. C'est par ce biais-là que naissaient les maladies chroniques. Et vous verrez que peut-être aussi par cette mécanique-là, qu'il faut prendre en charge les maladies chroniques. On ne peut pas occulter leur cause comme étant liée au mode de vie, et je parlerai beaucoup de la nutrition, bien sûr. On ne peut pas occulter comme étant liée à la nutrition cette dimension aussi quand on prendra la maladie une fois qu'elle est là. Bien sûr, à côté de ces ruptures conceptuelles, sont arrivées comme toujours des ruptures technologiques. Nous savons modéliser ces maladies maintenant via la mécanique épigénétique. Nous savons générer des signatures
des cibles, utiliser ces signatures et des cibles dans de très larges cohortes pour pouvoir les valider dans des cohortes de patients humains. Et on est un petit peu passé de la médecine uniquement curative de plus en plus à une médecine donc, qui va anticiper, qui est prédictive et préventive. Donc vous verrez un petit peu quelques données autour de ça. Je vous disais tout à l'heure, l'épigénétique, c'est très simple. Oui, s'il y a une révolution maintenant dont on peut parler, c'est que nous avons pour la première fois des outils biochimiques pour pouvoir mesurer l'impact de notre environnement sur notre génome. Vous imaginez bien qu'on le pressentait depuis très longtemps, mais là, pour la première fois, nous avons des outils concrets qu'on peut utiliser pour mesurer cet impact. Mesurer cet impact, c'est-à-dire identifier ce qui ne va pas dans notre relation avec cet environnement, en particulier via l'épigénétique, mais aussi ces outils seront très utiles pour mesurer nos types d'intervention lorsqu'on voudra changer des choses, voir si on a été efficace. Ces outils seront importants pour ça. Donc, en un mot, ce qui a changé les grosses ruptures pour pouvoir un petit peu avoir cette lecture maintenant de la nutrition nouvelle, les grosses ruptures, bien sûr, c'est l'épigénétique, qui est une révolution dans notre regard sur le vivant. Ça n'est pas inscrit dans notre ADN, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est le monde extérieur qui va plutôt façonner l'expression de notre génome et donc de notre santé ou de notre maladie. Et je vous redis aussi, bien sûr, l'épigénétique, c'est surtout un instrument, c'est la mesure du passage d'une bonne santé à la programmation de la maladie. Bien sûr, je parlerai beaucoup de nutrition encore une fois, mais il ne faut pas oublier la toxicité, le stress et l'activité physique dont on devait parler aujourd'hui, mais je pense que Carole nous en reparlera la prochaine fois. Donc, nous avons une nouvelle génération d'outils, clairement. Enfin, l'épigénétique, c'est aussi, par rapport à la génétique, c'est aussi ce côté fluide, réversible. Donc, on peut revenir en arrière, on peut arrêter un processus, contrairement aux données génétiques qui étaient fixées. Et cela donne énormément d'espoir, bien sûr, lorsqu'on peut détecter à l'avance, je vous dirai un mot tout à l'heure, qu'un processus est plutôt en train d'aller vers la pathologie. En gros, donc encore une fois, ce que je dis, la maladie chronique, c'est 3 entrées, la génétique, mais cette fois-ci réduit. Deuxièmement, le mode de vie via, bien entendu, l'épigénétique, la nutrition, les stress et les toxiques. Mais surtout, ne pas oublier, on en parle beaucoup maintenant, cette fragilité que nous avons au début de nos vies. En particulier les 1000 jours, c'est-à-dire cette petite période préconceptionnelle de 2-3 mois, la gestation, l'embryon, le fœtus et l'embryon, et puis les 2 premières années de la vie. C'est une période vulnérable, l'épigénome est en train de se construire, donc l'impact du mode de vie environnemental peut être fixé pour longtemps et programmer ce qu'on appelle des maladies ultérieurement. Donc ça, c'est aussi une donnée importante lorsqu'on veut faire de la prévention. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous voyez bien qu'on a 3 ou 4 impactants du mode de vie qui sont toujours les mêmes, mais ils vont donner absolument toutes les maladies chroniques que nous connaissons actuellement, que ce soit du cancer, des maladies auto-immunes, de l'obésité, du diabète, du cardiovasculaire. Et c'est vrai que la question que nous nous posons depuis longtemps, si on veut un petit peu anticiper, faire du prédictif et du préventif, y a-t-il quelque chose, un tronc commun à l'ensemble de ces maladies chroniques? La réponse est oui, indiscutablement. Et plus le temps avance, plus les données de la littérature scientifique vont dans ce sens. Au moins 2 processus maintenant qui s'installent, ou 3. En tout cas, parmi ces 3 processus, l'inflammation chronique de bas grade, dont je vais vous parler aujourd'hui très longuement, parce que vous verrez, elle est en train de s'installer dans le décor, elle va peut-être nous permettre aussi de pouvoir anticiper sur la maladie lorsqu'on saura utiliser une nutrition adaptée pour s'opposer à cette nutrition chronique de bas grade. Le vieillissement accéléré, bien sûr, et l'autophagie. Alors, le vieillissement accéléré, en un mot, très très vite. Vous savez que maintenant, on a des algorithmes, selon les travaux d'Horvath, pour le mesurer. Et on arrive à vous donner, en plus, bien sûr, de votre âge chronologique que vous avez, un âge biologique. Donc, si vous vieillissez plus vite à ce moment-là, ça veut dire que vous êtes sujet à développer des maladies chroniques dans le temps. Donc, on peut intervenir à ce moment-là pour pouvoir les arrêter, en tout cas les mettre à distance,
ou bien si vous avez il y a une autre possibilité, vous vieillissez moins vite, et à ce moment-là, donc, c'est plutôt les personnes qui vont vivre en bonne santé pendant très longtemps. Alors, cet outil est intéressant aussi, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je parlerai plus de l'inflammation chronique de bas grade. Cet outil est aussi très, très intéressant parce qu'il permet encore une fois de ne pas s'arrêter à l'observation, mais d'ouvrir des portes pour intervenir et modifier le cours des choses. Alors, j'arrive dans ma partie maintenant proprement dit à la nutrition et ces nouvelles données. Tout d'abord, je voudrais rappeler quelque chose de très très important parce que c'est un peu la base de tout ce qu'on va dire. Il faut savoir que les composants bioactifs de l'alimentation, ils sont actifs biologiquement. Dans le concept que je vais développer de la nutrigénétique et de la nutrigénomique, consiste en constituants alimentaires qui peuvent transférer des informations, c'est important le mot information, de notre environnement externe et donc qui vont influencer, modifier l'expression de gènes dans la cellule et donc modifier tout le fonctionnement de notre organisme. Ça, c'est très très important. Il faut donc que la nourriture soit considérée non seulement comme une source d'énergie et de nutriments, bien sûr ce qu'on sait depuis longtemps, de base, cruciaux pour notre vie et le développement de notre organisme, mais également, et ça c'est un point très important, comme un facteur qui va influencer la santé, la maladie. Et donc, ce sont des mécanismes biochimiques avec des activations de voies biochimiques différentes. Et ces composés bioactifs, encore une fois, de l'alimentation, régulant l'expression de gènes, essentiellement par de l'épigénétique dont je vous ai parlé tout à l'heure ou dont je vais parler après, c'est-à-dire la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire la modification de la chromatine sans modification de structure du gène, ou bien la production d'ARN non codant, contrairement aux ARN messagers. ARN non codant, très intéressant, parce que ce sont de très belles signatures. Et ces ARN, le but, bien sûr, c'est de s'opposer à l'ARN messager, on en parlera aussi. Donc, tout ça pour dire que l'analyse des interactions entre les composants de l'alimentation et la structure de notre génome et l'activité de nos gènes est une approche qui est relativement récente, bien sûr, mais elle va aider à mieux comprendre les relations que nous avons avec l'alimentation et permettront donc de concevoir des interventions nutritionnelles qui vont aider à maintenir la bonne santé ou intervenir même au cours de la maladie pour ralentir son évolution ou pour la rendre, par exemple, plus répondante à certaines thérapeutiques. Voilà un petit peu le schéma que l'on admet actuellement. On pense qu'il y a la nutrigénétique d'un côté et la nutrigénomique d'un côté. La nutrigénétique étant votre base, vos gènes de nature que vous avez, et c'est selon ces bases avec vos polymorphismes génétiques que vous allez répondre à l'alimentation. Et puis d'un autre côté, la nutrigénomique est différente. Quelle que soit votre structure de votre génome, vous allez répondre d'une façon claire, nette, par de la mécanique épigénétique aux nutriments que vous ingérez, en tout cas que vous prenez. Alors moi je suis beaucoup plus convaincu, bien entendu, plus par la nutrigénomique que par la nutrigénétique. En gros, on sait maintenant que quel que soit votre fond génétique avec vos polymorphismes génétiques, globalement, tout le monde répond de la même façon aux différents nutriments, et ce en mettant encore une fois la mécanique de l'épigénétique. Sur ce schéma, vous le voyez très simplement schématisé, vous voyez des ingrédients, des composés donc, que nous mangeons, des aliments, des légumes ici, et vous voyez qu'ils vont directement aller au niveau de nos gènes et ils vont aller agir de deux façons. Soit parce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant de l'épigénétique, la méthylation de l'ADN, changement de la compaction de notre chromatine, production de petits ARN non codants, mais on sait aussi qu'ils sont capables d'intervenir sur une machinerie classique qu'on appelle les facteurs de transcription aussi. Alors, ici, c'est juste une figure, mais j'irai très très vite, simplement pour vous dire, vous voyez par exemple que tous les gros effecteurs de l'épigénétique, que ce soit les DNA-méthyltransférases pour la méthylation, que ce soit les histones déacétylases pour les histones, ou que ce soit pour les micro-ARN, je vous montrerai tout à l'heure, vous voyez que maintenant, nous commençons à connaître des composés bioactifs clairement identifiés, les oméga 3, l'acide folique, la méthionine, la vitamine A, etc. Nous avons tout ça et nous savons exactement comment
par ces mécaniques, par exemple la régulation des DNMT, ils vont pouvoir intervenir dans le cancer du côlon, cancer du poumon, etc., les malformations cardiaques et autres problèmes. Donc ces choses-là avancent très bien et nous savons maintenant quel est le lien et les cibles épigénétiques de nos nutriments. Ceci est vraiment un dessin simple pour vous dire, vous avez ici un petit peu la star de ces nutriments comme la curcumine. Vous voyez de façon intéressante, nous avons la liste des micro-RN qu'elle touche, 15, le 9, etc. Et vous voyez que ces micro-RN, on connaît très bien, bien sûr, les protéines qu'ils vont empêcher d'apparaître. Et on sait très bien que quand ces protéines sont empêchées d'apparaître, quelle est la pathologie derrière qui va suivre. Donc nous avons maintenant toute cette filiation. Même chose absolument pour la génistéine, je vais aller très vite. Ce que je veux vous montrer là aussi sur ce tableau, mais de façon très rapide, je reprends un petit peu ces composants bioactifs. Le mot bioactif est important. Vous voyez qu'ils interviennent via des mécaniques de micro-RN que vous voyez ici. Et c'est par l'intervention de ces micro-RN qui sont impliqués dans le rétinoblastome, le cancer du sein, toutes ces pathologies chroniques que vous avez. Je vais très vite, même chose pour la quercétine, la pyginine. Voilà. Tout ça pour dire, donc, encore une fois, ce lien est fait, il est en train d'être fait. Donc, nous avons rationalisé maintenant ces composés. Nous savons absolument dans quelle partie de notre génome ils vont intervenir d'une part, et cette partie du génome, nous savons très bien aussi à quel type de pathologie elle correspond. Donc, nous avons fait le lien avec ces nutriments, notre épigénome, et les pathologies. Alors, on ne peut pas parler de nutrition actuellement sans parler du microbiote. Il est très très important, c'est probablement une des clés majeures à l'avenir et c'est aussi sa compréhension et sa connaissance qui nous permet encore d'aller plus vite dans l'utilisation de la nutrition de précision pour en faire vraiment un outil important dans la prise en charge et du côté de la bonne santé et de la maladie. Simplement pour vous dire, vous voyez ici que nous, nos gènes humains presque, nous exprimons 25 000 gènes que vous voyez ici. Mais nous abritons d'autres formes de vie, les microbiotes, bactéries et autres que vous voyez. Et ces formes de vie expriment 10 millions de gènes dans notre corps. En bleu, vous voyez sur ce cercle en bas, ce sont nos gènes humains. Et en rouge, ce sont les gènes de ces autres formes de vie que nous abritons, 90%. Alors, c'est vrai qu'on avait posé la question, jusqu'où sommes-nous encore des humains? Nous sommes en tout cas, certainement, je le dis toujours, un hôtel 5 étoiles qui abrite d'autres formes de vie et dont on ne peut absolument pas se passer et qui sont vitaux pour notre vie et notre santé, et vous le verrez tout au long de la suite de cet exposé. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé beaucoup des nutriments et de l'épigénétique, comment ces nutriments interfèrent avec l'épigénétique, épigénétique impliquée dans nos pathologies. Mais en réalité, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Donc ces nutriments, soit vont jouer directement sur l'épigénétique, soit vont passer par ce microbiote que je viens vous décrire. Dans tous les cas de figure, cette machinerie tourne à 3 et elle est très 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 importante. En effet, le microbiote, pour résumer en particulier intestinal, dont on va parler beaucoup, firmicutes, bactéroïdes, protéobactéries, vont produire des métabolites très très importants, métabolites de petites molécules importantes, polyphénols, vitamines, acides gras à chaîne courte, polyamines et d'autres. Et ce sont ces petits métabolites qui vont aller contrôler la grosse machinerie de l'épigénétique dont je viens de parler, que ce soit la méthylation, que ce soit la phosphorylation, l'acétylation, etc. Et elles vont aller dans cette machinerie épigénétique. Et c'est comme ça qu'elles vont pouvoir, par exemple, supprimer des cytokines pro-inflammatoires, permettre un vieillissement en bonne santé, prévenir l'obésité, l'insulinorésistance, etc. Alors, vous voyez ici, il y a la liste de quelques-uns d'entre eux, les polyamines, acétate, butyrate, le GCG, fisétine, etc. Et vous voyez comment elles vont modifier la grosse machinerie épigénétique, mais surtout, vous voyez comment elles sont intéressantes. Vous voyez le problème, par exemple, l'exemple de l'acétate, qui va réduire les cytokines IL-1 bêta, TNF alpha et augmenter au contraire les anti-inflammatoires. Donc c'est un lien majeur pour réduire l'inflammation de bas grade dans notre corps. Et ça, c'est une clé, vous verrez tout à l'heure, pour la mise en place des maladies chroniques.
Tout simplement, voilà, ce microbiote, bien sûr, il est en relation avec d'autres systèmes, l'immunitaire en particulier, métabolisme. Et il faut savoir que 80% de notre système immunitaire est sous le contrôle du microbiote. Et c'est une donnée majeure, bien sûr. Alors, ce diagramme, simplement pour vous dire, peut-être que nous sommes rentrés dans une troisième révolution, j'allais dire en biologie, après la génétique, l'épigénétique. En effet, vous voyez ici comment la machinerie épigénétique, les HDAC, les DNA méthyltransférases, etc., sont contrôlées par ces petites molécules, acétate, propionate, butyrate, cétone, et ce, sous, bien entendu, vous le voyez, l'influence de notre alimentation, de notre activité physique, de notre vie, bref. Alors, maintenant, je vais aller dans un peu une orientation particulière pour vous dire, en tout cas, on voit dans la littérature scientifique quelque chose qui est en train de s'installer. Le lien en particulier entre la nutrition, le microbiote et le processus inflammatoire qui, lui, va déboucher sur la pathologie. Il semble que cette voie-là s'installe. Elle est importante parce qu'on commence à la connaître et plus on la connaîtra, plus nous serons efficaces dans nos interventions pour maintenir la bonne santé ou pour éventuellement pouvoir améliorer la progression ou l'évolution d'une maladie et sa réponse aux thérapeutiques. Vous voyez ici ce qu'on appelle le Western Diet, le régime occidental, parce que viande rouge, sucre, acides gras saturés, etc., etc. Vous voyez comment, par ce type de régime, est à l'origine, en tout cas, de beaucoup de pathologies chroniques. Vous voyez l'insulinorésistance, anomalie lipidique, les systèmes d'hypertension. Pratiquement, il est impliqué dans énormément de maladies. Mais vous voyez à votre droite, en tout cas à ma droite à moi, comment ce régime, cette alimentation, va déréguler toutes les formes de vie que nous avons dans notre intestin, le microbiote, et comment par ce biais-là, on va avoir de l'inflammation de bas grade qui va se mettre en place. Alors ce schéma est très très intéressant parce qu'il fait le lien vraiment, il vous montre très clairement comment ce lien se fait: nutrition, altération du microbiote, mise en place de l'inflammation. Et tout ça va tourner dans le cadre d'un cercle vicieux, c'est-à-dire l'un va alimenter l'autre. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré, vous voyez en vert, du côté de la dysbiose, je vous avais montré les acides gras à chaîne courte sont très, très, très importants. Ce métabolite est vraiment majeur dans le microbiote. Et vous voyez comment il va modifier, ce microbiote va se modifier, et vous allez avoir une production, par exemple, de LPS, de polysaccharides, qui va pouvoir passer, la barrière intestinale va s'ouvrir, les jonctions vont s'élargir, les barrières intestinales, on dit qu'il y a une fuite à ce niveau-là, et ce LPS va passer dans le sang et entraîner de l'inflammation via un récepteur très connu dont on parlera beaucoup, et on parle beaucoup, vous verrez cette cible, le Toll-like récepteur, le TLR4, il est majeur, c'est une cible qui devient très très intéressante, en tout cas dans le domaine des maladies chroniques, et c'est l'activation de ce récepteur-là qui va faire qu'on va activer un facteur de transcription qui est le NF-kappa B majeur, et ce facteur de transcription, c'est une clé pour l'inflammation, et il va pouvoir libérer tout le processus inflammatoire. Et donc, vous voyez comment, par ce biais-là, vous allez mettre un processus inflammatoire en permanence qui va rester dans le tube digestif. Et un intestin qui est en permanence enflammé est un problème très, très, très difficile à gérer, parce que même quand vous allez prendre des aliments nécessaires, on vous donnera des vitamines, tout ce que vous voulez comme aliments clés et importants pour votre santé. Si vous avez une inflammation chronique de bas grade dans vos intestins, vous ne les absorberez pas correctement, et donc vous resterez toujours dans une situation de type nutritionnel anormal. C'est probablement par ce mécanisme-là que s'explique le vieillissement. On peut y revenir, mais on vieillit probablement par ça, parce qu'au bout d'un certain temps, on ne se débarrasse pas très rapidement après un repas de cette inflammation chronique qui reste dans nos intestins, ce qui fait qu'une personne âgée n'absorbera jamais de la même façon les vitamines clés que absorbera un jeune ou quelqu'un qui est en bonne santé. Bon.
Ici, vous voyez, pour ce microbiote-là, ben, simplement on compare un petit peu le Western Diet, ce que je vous ai décrit maintenant, par rapport à un régime plutôt dit méditerranéen, bien sûr, plus à base de légumes, moins de sucre, moins de viande, huile d'olive, etc. Et vous voyez de façon très très claire, lorsque vous êtes dans un régime plutôt type Western Diet, ben, vous augmentez toutes les bactéries opportunites, vous allez altérer les métabolites, vous allez augmenter la pénétration des polysaccharides et créer des réactions allergiques, réactions inflammatoires, et vous allez diminuer surtout les bactéries qui sont très très importantes, et surtout ce fameux acide gras à chaîne courte dont je vous parlais. Et donc, vous allez par ce biais-là augmenter l'apparition, la mise en place de maladies chroniques liées à la nutrition. À l'inverse, vous voyez que le régime méditerranéen de l'autre côté va plutôt diminuer les bactéries opportunistes, il va diminuer le polysaccharide, le LPS, les cytokines inflammatoires, et vous n'aurez que du bénéfice de ce côté-là. Alors, une fois que je vous ai mis en place un petit peu cette filiation, je vais donner quelques exemples de pathologies chroniques. Alors, j'ai pris 3 ou 4 pathologies dont je vais parler très rapidement, mais c'est simplement pour vous montrer comment ce lien se concrétise. Je voulais vous parler d'abord quelques exemples sur le cancer, parce que c'est là où on travaille et là où il y a énormément de données. Donc, mais je ne voulais pas commencer sans vous dire combien coûte pour la société cette maladie, quelle est la difficulté que nous avons actuellement. D'abord, vous voyez que les dépenses, ça c'est les données de la sécurité sociale en 2020 que je vous ai sorti ici. Vous voyez que la prise en charge du cancer en 2020 a coûté 21 milliards d'euros. Sachant qu'on ne guérit pas tous les cancers, ça c'est une donnée déjà de base. Ça touche plus de 3 millions de personnes, vous le voyez tout à fait en vert de l'autre côté, hommes-femmes, relativement à égalité, peut-être un peu plus les hommes. Mais surtout, vous voyez, la prévalence ne s'arrête pas, ne descend pas. Nous ne sommes pas en train de vaincre le cancer et c'est en train d'augmenter. Et puis regardez le coût global, donc je vous disais 21 milliards, mais regardez le coût par personne malade, 6 000 euros par coup. Alors, bien sûr, dans la répartition du cancer par tranche d'âge, c'était très intéressant de vous le donner. Oui, c'est une maladie de la personne qui va vieillir. Encore que, regardez de près, on commence à avoir un décrochage, le cancer commence à apparaître et à augmenter significativement dès l'âge de 30 ans. Actuellement, il descend l'échelle de l'âge. Ça, c'est aussi une donnée qui peut poser problème, bien entendu. Alors, un mot, mais quelques exemples très, très rapidement sur ce que je disais, épigénétique, nutrition, épigénétique, inflammation, cancer. Voilà, c'est une donnée très récente sur le cancer du côlon ici comme exemple, et vous voyez bien que c'est un jeu à plusieurs. Vous avez le microbiote intestinal, bien sûr, ça c'est le cancer du côlon, dans sa composition qui est altérée. Vous avez à l'origine tous les facteurs environnementaux, et puis vous avez bien sûr en bas l'altération du système immunitaire et la mise en place, l'expression de toutes les cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, IL-6, IL-8. Bien sûr, il y a un petit background génétique qu'on connaît, qui est là, mais qui est limité par rapport à l'impact environnemental. J'ai déjà montré ces diapos, mais pour vous dire qu'on commence là aussi à avoir une idée un peu sur les différents nutriments qui peuvent être intéressantes pour le cancer du sein, par exemple, de la prostate, poumon, colorectal, etc. Ça, vous les avez. Encore de façon plus précise, on commence à avoir maintenant ces nutriments, ces composés bioactifs. Ici, vous avez l'exemple des polyphénols, et on commence à aller voir à quels endroits dans la mécanique de la mise en place du cancer ils peuvent intervenir. Vous voyez, par exemple, qu'ils vont induire, vous savez que le cancer, pour résumer très vite, c'est une cellule qui résiste à l'apoptose. Elle ne se suicide pas, bien entendu, et elle va se multiplier. Vous voyez que ces polyphénols vont induire le suicide cellulaire du cancer, donc c'est très intéressant, ils vont plutôt s'opposer à sa prolifération, je ne dirais pas plus, mais ça donne. Alors là aussi c'est très schématique, oui, nous avons maintenant tout un listing de nutriments, de leurs composés qui vont jouer sur les différents effecteurs de la mécanique épigénétique. Je voudrais donner aussi cette petite observation qui est intéressante. La quercétine fait partie de ces nutriments très très intéressants, vous voyez, elle empêche la prolifération, elle favorise l'apoptose, elle diminue l'inflammation, elle diminue la géogenèse, elle a une activité antioxydante. Elle est très très intéressante comme nutriment, mais
vous voyez qu'elle a été associée dans des travaux récents à la chimiothérapie classique. Et on voit que quand maintenant on associe à la chimiothérapie classique anticancéreuse ce type de nutriments, les résultats sont beaucoup plus intéressants et on induit beaucoup plus d'apoptose dans la cellule cancéreuse. Donc elles vont rendre plus efficace le traitement médicamenteux, éloigner les rechutes. Donc cette association aussi est en train de se mettre en place dans un certain nombre de cohortes. Un mot sur les cardiovasculaires, je ne montrerai que ça. Là aussi, vous avez quelques effecteurs majeurs. Vous voyez que dans le cardiovasculaire, on a fait aussi tout l'inventaire de ces effecteurs, que ça soit dans leur pouvoir antioxydant, la régulation des lipides. Et vous voyez surtout en rouge en haut, toute la mécanique inflammatoire est très précisée maintenant. On voit comment on peut bloquer, en les utilisant, comment on peut bloquer en rouge l'inflammation. Et bien sûr, en vert, vous voyez, je ne vais pas y revenir, ça passe par de la mécanique épigénétique. On intervient maintenant, ça c'est quelques données pour vous montrer qu'il y a des cohortes qui sont utilisées, qu'on commence à les utiliser chez des patients ou des gens pas malades forcément. Et vous voyez qu'on arrive à ce moment-là, en les utilisant, différents types de ces nutriments, qui soient positifs ou pas positifs quand on regarde, vous voyez qu'on arrive à avoir des effets très très clairs au niveau des marqueurs de la santé. Juste une diapositive parce que moi je suis souvent très très interpellé sur le problème de la nutrition, du prédiabète et de la prévention du prédiabète. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui ont déjà un prédiabète mais qui ne le savent pas et ça pose énormément de problèmes. Donc on va un petit peu vers la recherche pour identifier quand on est sujet à ce prédiabète, est-ce que la nutrition est intéressante? Oui, la nutrition de précision, elle est capitale pour pouvoir éviter d'aller jusqu'au diabète à ce moment-là. Je dirais la nutrition, et là certainement, l'activité physique, elle est majeure. Il y a tous ces travaux qui ont été faits, notamment en Angleterre et vers ça, qui montrent de façon très très intéressante qu'on peut arrêter le diabète dans ces situations-là. Alors là aussi, ce que je voulais vous dire, vous voyez, la nutrition peut jouer un rôle majeur. Alors, ce sont des cohortes relativement consistantes, on a 800 personnes, on a plus, donc c'est intéressant. Un mot sur d'autres pathologies qui vont vous paraître éloignées. L'infertilité, toutes les maladies de l'infertilité, là aussi, l'inventaire est très intéressant. On connaît des aliments très favorables, ce que vous voyez en vert, je ne vais pas y revenir, et on connaît bien sûr des aliments qui sont défavorables, qui vont plutôt favoriser l'inflammation et autres. Alors ici, vous le voyez justement dans les maladies de la reproduction, de façon très très intéressante, vous voyez que on a détecté maintenant de l'inflammation à bas grade dans toute une série de pathologies qui tournent autour de l'infertilité, bien sûr, que ce soit l'endométriose, que ce soit l'infertilité elle-même, les insuffisances ovariennes précoces, etc. Tout ce monde, on sait maintenant là aussi qu'il y a de l'inflammation chronique à bas grade. Donc, encore une fois, une cible intéressante pour aller chercher une nutrition de précision et essayer de la contrecarrer ou de faire même du préventif quand on sait qu'il y a un projet parental, par exemple, en perspective. Voilà, là aussi une donnée très récente autour de l'infertilité, je voulais vous montrer. Là, on a le jeu de tous les partenaires qui sont présents. Bien sûr, il y a un petit peu de génétique encore, je dis toujours autour de 10%. Vous les voyez au niveau de la nutrigénétique, mais regardez au niveau de la nutrigénomique de façon très très intéressante. On a tout un inventaire assez intéressant maintenant autour de certains types de nutriments qui sont intéressants en tout cas dans la prise en charge de l'infertilité. Bien sûr, le microbiote, il est là. Vous voyez qu'on commence à avoir un profil du microbiote intéressant pour être fertile, en tout cas dans ce cas-là, et bien sûr aussi de la métabolomique dont j'en parle pas beaucoup, mais c'est certainement une des disciplines qui va se conjuguer avec la nutrigénomique, avec l'épigénétique et avec le côté microbiote aussi, pour donner des marqueurs et des cibles très pointues. Enfin, un dernier point, le cerveau, les maladies du cerveau, en tout cas toute la partie neuropsychiatrique ou autre. Faut vous dire très rapidement que le microbiote, depuis le début, a été vu comme un système ayant une relation hyper privilégiée avec le cerveau. Vous voyez ici le lien entre le cerveau et notre microbiote. Les métabolites dont je vous ai parlé tout à l'heure sont très intéressants, ciblent directement des endroits dans le cerveau.
Et 80% de la dopamine, par exemple, est sous le contrôle de notre microbiote. Et ça, c'est une donnée majeure. Donc, vous voyez l'anxiété, l'altération de la relation sociale, la sensibilité au stress, la dépression, dont je vais dire un mot. Tout ça a un lien avec ce microbiote et donc avec la nutrition. Avant de vous donner quelques exemples dans les maladies psychiatriques, je vais dire un mot de la dépression en particulier, qui touche une personne sur 3 maintenant. Donc, c'est quand même énorme. Vous voyez, dans les maladies psychiatriques, là aussi, je vous représente un petit peu les données de l'assurance maladie de 2020, là aussi. 2,7 millions de personnes, donc c'est beaucoup qui sont touchés, hommes, femmes, bien sûr. Là aussi, regardez, quand vous regardez la prévalence, ça n'est pas en train de diminuer, même si on voit une certaine stabilité, en tout cas pour 2020, ça n'est pas en train de diminuer. Et vous voyez que le coût a été quand même de 16 milliards d'euros. Mais sur quoi je voulais surtout attirer votre attention, c'est la prévalence des maladies psychiatriques. Autant tout à l'heure, je vous avais montré le cancer qui touchait essentiellement les personnes âgées. Je vous ai dit, donc, c'est une maladie du vieillissement, on peut dire comme ça, et encore que. Mais regardez ici, et c'est assez surprenant, ce sont des pathologies qui touchent plutôt des jeunes. Et vous regardez, le diagramme est totalement différent. Donc nous sommes dans une problématique autrement plus compliquée. Et c'est là où ça devient intéressant parce que là, nous sommes chez nos jeunes, bien entendu, nos enfants, nos jeunes, et cela aussi posera des problèmes parce que vous avez toute la génération de 30, 40 ans, ce sont les gens qui sont actifs dans la société, dans l'économie d'une société, etc. Donc on peut aller au-delà du problème de santé, il y a toute l'économie, tout le côté socio-économique, effectivement, d'un pays qui peut poser problème. Ce genre de données m'a été demandé par les mutuelles et des assurances qui voulaient savoir effectivement quelles sont, parmi les pathologies chroniques, quelles sont celles qui touchaient les gens, les personnes en activité professionnelle. Et vous voyez là, effectivement, on est dans ce problème-là. Alors, un mot pour vous dire pourquoi tout ce que je viens de vous raconter sur l'inflammation, le lien entre la nutrition, le microbiote et l'inflammation, bien sûr que c'était compréhensible dans le diabète, l'obésité, le cancer, on peut le comprendre. Mais c'est aussi très important pour les troubles mentaux. En effet, cette inflammation chronique de bas grade, elle est impliquée dans l'étiologie des maladies chroniques, comme je vous ai montré, le diabète, l'obésité, le cancer, le maladie cardiovasculaire, on peut le comprendre. Mais les troubles mentaux, par exemple, je vous ai mis ici, il y a des méta-analyses systématiques qui ont montré que toute une gamme de biomarqueurs pro-inflammatoires dans le sang et du liquide sopho-rachidien était élevée. L'interleukine 6, l'IL-8, le TNF, CRP sont augmentés dans un certain nombre de maladies mentales, dépression, anxiété, schizophrénie, bipolaire. Aujourd'hui, pour la dépression par exemple, le marqueur significatif, si vous faites un prélèvement de sang, c'est les marqueurs de l'inflammation. Oui, c'est une pathologie où les marqueurs de l'inflammation sont élevés. Bien sûr, je parle en termes statistiques. Et bien sûr, maintenant, on a de vastes études de cohorte qui commencent à se faire et on a déjà des marqueurs qui reviennent tout le temps, comme la CRP qui est déjà élevée. Mais il n'y a pas que la CRP, bien sûr, il faut aller voir les cytokines inflammatoires. Et nous, on commence à avoir aussi des marqueurs en termes de micro-ARN qui marquent aussi cette inflammation dans ce cas-là. Elle est lourde, mais mon propos sur cette dia, c'est plus le gros message que j'ai envie de vous faire passer. Ici, c'est la mécanique à l'origine de la dépression, simplement pour vous dire, oui, la dépression est une maladie épigénétique. Et vous voyez ici, on a maintenant identifié toutes les cibles, les modifications des histones, les micro-ARN qui sont altérés, la neuroinflammation. On a un lien de plus en plus avec la dépression et ce qu'on appelle le stress précoce de la vie, le stress au sens très général, y compris en termes de nutrition et autres. Donc, c'est une maladie épigénétique, donc une maladie qui va faire accessible à la nutrition, inflammation, microbiote. Toujours dans ce type de pathologie, vous voyez un petit peu ce qui est favorable en tout cas pour prendre en charge ce type de pathologie, ce qui n'est pas en termes de nutrition. Donc vous voyez là aussi très bien du côté vert, il y a le vert et le rouge bien sûr. Du côté vert, vous retrouvez les grands classiques, les oméga 3, certains types, les polyphénols. Les fibres, c'est important, mais on sait que les fibres, c'est essentiellement pour le microbiote,
caféine, micronutriments, huile et autres. Et vous voyez de l'autre côté ceux qui sont défavorables, bien entendu, oméga 6 quand c'est trop augmenté, les acides gras saturés, les sucres, tous les trucs, les aliments hyper travaillés, en tout cas, bon, ce qui est classique. Et on voit là aussi, on commence à connaître et la mécanique épigénétique, la modification des histoires, les micro-RN, et on voit quand ça ne va pas, on a aussi maintenant, et ça c'est nouveau, très intéressant, les métabolites du microbiote dont je vous parlais tout à l'heure, comme ces acides gras à chaîne courte, ben on peut les mesurer maintenant et on les voit diminuer. Ça, c'est de nouvelles données très intéressantes. Voilà, je passe très vite parce que je voulais vous montrer que la dépression est une maladie qui se prend en charge comme les autres, dans cette lecture-là en tout cas. Donc on voit effectivement tous les types d'interventions qu'on peut faire, sport, gestion, esprit, corps, etc., nutrition, pour améliorer les choses. Là aussi, simplement pour vous dire, regardez bien, la nutrition, effectivement, elle est au cœur de la prise en charge maintenant de cette maladie-là. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une équipe à Bordeaux qui travaille beaucoup sur l'alimentation anti-inflammatoire et la dépression. En tout cas, ils montrent très très clairement dans ce groupe que les personnes déprimées qui résistent aux traitements médicamenteux, lorsqu'elles sont prises en charge par cette alimentation anti-inflammatoire, beaucoup deviennent répondants au traitement antidépressif. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, quelques exemples là aussi. Vous voyez que beaucoup de travaux se font. Maintenant, on intervient. Et on voit très bien les nutriments. Je vous ai donné quelques exemples pour aller très vite, oméga 3, vitamine D, et on voit très très bien les recommandations. Donc, c'est très précis, on sait combien il faut donner, le temps, etc. Donc, c'est vraiment des protocoles qui commencent à se préciser. On commence à connaître la mécanique justement de ces nutriments. Vous voyez, épigénétique, modulation, anti-inflammatoire, prébiotique, augmente la fluidité membranaire. Vous voyez que comment on a déjà des marqueurs, et regardez des marqueurs dans la dépression, et bon, on a des résultats qui sont favorables, d'autres qui se discutent encore, mais c'est là. Vous voyez ici, c'est avec le complexe vitaminique B, là on commence à voir aussi des résultats intéressants, puis d'autres vitamines A, C, E, K. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là, et je vais finir maintenant par un groupe de pathologies que je trouve passionnant, intéressant, en tout cas qui pourrait être une cible très très intéressante à la nutrition de précision. Et cette pathologie, vous verrez qu'elle nous pose aussi d'autres problèmes dont je vais parler. C'est les maladies inflammatoires intestinales. La maladie inflammatoire intestinale donc, est un trouble bien sûr multifactoriel, mais où il y a une inflammation chronique récurrente du tractus gastro-intestinal. C'est la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Elle entraîne une réduction, comme vous le savez, de la qualité de vie des patients. Elle impose des charges sanitaires économiques très importantes aux familles, à la société, et ces maladies-là sont en train d'exploser pratiquement au niveau de la planète. Un mot aussi sur les données de l'assurance maladie, j'y reviens de 2020. Vous voyez que les maladies inflammatoires chroniques, c'est 1 million de personnes en 2020. Hommes, femmes, peut-être je dirais ici plus les femmes que les hommes. Vous voyez en termes de prévalence, ça ne descend pas ce que je vous disais. Et si vous comparez avec d'autres tableaux que j'ai, ça monte même vite, beaucoup plus vite que les autres. Et les dépenses, oui, l'effectif, les dépenses, c'est 3 milliards d'euros et ça ne s'arrête pas, bien sûr. Voilà là aussi ce genre de diagramme qui peut nous heurter, mais qui n'est pas, et c'est un problème qui n'est pas résolu. Regardez, ça touche nos jeunes. Et ça, c'est un gros problème, effectivement. Alors, c'est pour ça que dans ce domaine-là, il est hyper important de pouvoir anticiper, de faire de la prédiction. On peut avoir des marqueurs précoces. Ça commence tôt, ces maladies-là, 10 à 15 ans. On peut voir des choses et faire du préventif. Regardez, là aussi, à partir de 20-24 ans, vous avez des gens qui ont... Et en discutant avec certains des pédiatres qui les voient, ils disent même avant, ils ont déjà des signes qui indiquent qu'on est dans une inflammation de l'intestin. En tout cas, on a des problèmes. Ça, c'est un gros problème. Et c'est là, effectivement, où ce qu'on est en train de dire sur cette approche prédictive et préventive doit être utilisée et elle est importante. On ne peut pas admettre que le désordre nutritionnel est à l'origine de ces types de maladies et ne pas intervenir avec la nutrition de précision quand on la prend en charge ou même pour anticiper mieux.
J'irai très vite et pour vous montrer justement cet aspect-là. Là, ici, vous avez un microbiote, en tout cas une paroi intestinale tout à fait en bonne santé, healthy. Vous avez au milieu, ils appellent ça IBD, c'est nos Mickey. Et puis, la troisième, très intéressante, y a-t-il des stratégies qu'on pourrait mettre en place justement pour prendre en charge ou même mieux pour anticiper? Et donc, vous voyez que chez les gens en bonne santé, ben, vous avez ce fameux acide gras SCFA qui est augmenté, l'acétate, propionate, butyrate, donc tout marche bien. Et vous voyez donc effectivement, c'est en rapport avec une nutrition qu'on connaît. À l'inverse, vous voyez ici au milieu cette situation hyper inflammatoire. Mais bien sûr, la nutrition, vous voyez, elle n'est pas la même, hein. Ici, c'est le type plutôt méditerranéen. Ici, on est plutôt dans le type occidental. Mais bon, c'est la grosse caricature, mais c'est simplement pour dire on est dans ce déséquilibre nutritionnel. Beaucoup de protéines, de la viande rouge, beaucoup d'additifs, des acides gras trans, beaucoup de sucre, aliments transformés. Et là, vous voyez bien sûr qu'on diminue, on fait chuter la diversité des bactéries. Les bonnes disparaissent et vous avez effectivement ces métabolites intéressants disparaissent. Et puis, bien entendu, la clé derrière, vous la voyez, toutes ces cytokines inflammatoires qui vont commencer à augmenter. Alors, peut-on faire des choses? Oui. Visiblement, on peut intervenir. Bien sûr, il y a des données qui commencent à apparaître. Je vais vous montrer peut-être de quelques tableaux tout à l'heure. On commence à avoir des diètes anti-inflammatoires à base de légumes, à base de plantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous voyez bien qu'on améliore la situation puisqu'on a des marqueurs qu'on peut utiliser. Oui, on peut mesurer des choses pour voir si on a été bon ou mauvais dans notre intervention. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vous montre ici des marqueurs classiques, IL1, IL6, TNF, mais il y a aussi des marqueurs, en tout cas, à base de micro-ARN et d'épigénétique qui sont passionnants, qui sont en amont, qui sont encore plus sensibles et qui sont plus intéressants. Donc, on pourrait en parler une autre fois. Voilà. Quelques études maintenant où on commence à intervenir, vous voyez qui sortent, et il y en a pas mal, donc sur la stratégie pour diminuer justement ces signes-là. Vous avez différents types de régimes ici, le régime méditerranéen, le low food, vous avez des études, donc design. Alors, on commence à avoir des populations. La critique que l'on peut faire aujourd'hui, parce que ça débute, ce sont des petites cohortes encore, et c'est là où il faut travailler à l'avenir, il faut augmenter le cohorte. Ici, vous en avez une à 100, mais on sait que c'est le point sur lequel travaillent actuellement beaucoup de gens, c'est d'augmenter les cohortes. Vous avez le type d'intervention et de nutriments qu'on a choisi, je ne rentre pas dans le détail, et puis vous voyez très tranquillement, vous voyez qu'on arrive à avoir des résultats. Rémission clinique pour ces gamins-là, sur ces 34 gamins, sur 24, etc. On commence à changer les choses, on module certains types de marqueurs. Vous voyez ici une décroissance, une diminution des marqueurs des cytokines inflammatoires, etc. Et vous voyez qu'on change le microbiote aussi. Vous voyez ici qu'on a amélioré le microbiote et qu'on a clairement... Donc, tout cela pour dire qu'on a des outils, on va les améliorer, en particulier augmenter les cohortes, peaufiner ce type de régime. On a des marqueurs, les marqueurs classiques, mais d'autres marqueurs arrivent plus pointus. On a maintenant ce passage obligé par le microbiote qui nous donne une richesse extraordinaire parce que lui aussi donne des marqueurs, des indications sur si nous sommes sur la bonne voie. Je ne vais pas continuer, mais c'est toujours un petit peu dans cet esprit-là. Donc, il y a des travaux qui se font. Ici, vous voyez déjà, il y a une cohorte intéressante avec 417 patients, bien sûr. Il faut aller dans ce sens avec beaucoup plus, 194 patients ici. Donc, on commence à augmenter les cohortes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, ce que je voulais donc vous dire à ce stade-là, je ne conclus pas, mais je dis toujours finalement quelles sont les grandes observations qu'on a évoquées, est-ce qu'on peut les interpréter dans un sens, et surtout l'avenir, qu'est-ce qu'on en attend. Donc, qu'il existe un axe nutrition, microbiote, inflammation dans la genèse et la progression des maladies chroniques, je pense que j'ai essayé de vous convaincre de ça. Qu'il y a une identification de cette filiation nutriments, composés, cibles épigénétiques, maladies chroniques, mais surtout, ce que nous voulons tous, à partir de ces données, comprendre c'est bien, mais intervenir c'est mieux. Donc l'idée est de pouvoir développer encore, comprendre mieux, développer des outils pour pouvoir intervenir. Je vous remercie. Merci encore Mohamed de cette présentation toujours brillante sur l'épigénétique et qui nous passionne toujours autant. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut
On peut autoriser tout le monde à poser des questions en direct. Je suppose que vous avez peut-être besoin de précisions sur certains points. Donc, vous pouvez prendre la parole, peut-être lever le doigt et prendre la parole pour poser les questions directement à Mohamed. N'hésitez pas à faire préciser certaines données qui effectivement sont assez précises et denses. On nous précise que ton exposé était très clair, Mohamed. Merci, c'est l'essentiel.